Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée au CES de Las Vegas et plus précisément à la mobilité urbaine. L'innovation en termes de mobilité a été très présente cette année, comme chaque année, mais encore plus chaque année pour ce salon de l'électronique grand public avec une partie automobile très importante, une partie mobilité représentée notamment par nos trois invités qui étaient sur le pavillon français présent à Las Vegas. Je vais vous présenter tout d'abord Ismaël Hachem. Bonjour à vous, merci d'être là, fondateur d'Alice, Alice avec un Y, on va en dire un mot et même plusieurs dans un instant avec vous. Je suis ravi d'accueillir également Marin Champenois, merci à vous d'être là. Merci. Directeur du développement d'Up & Charge, donc on va parler recharge des véhicules électriques. Véhicules électriques, alors sans recharge, on va comprendre comment ça fonctionne avec vous. Alain Diduca, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, fondateur de Circle Mobility. Donc voilà, tous les trois, vous étiez présents au CES sur l'imposant pavillon français qui était immanquable, on peut le dire clairement. Alors peut-être on peut commencer par ça, cet aspect French Touch. Est-ce que sur la mobilité, Ismaël Hachem, vous avez l'impression qu'il y a on est reconnu, les entreprises françaises, il y a quelque chose à faire clairement, notamment sur ce type de rendez-vous? D'abord, faire partie de la French Tech, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que notre ministre de la Transition digitale, qui était présent au CES, oui, l'a rappelé. La France, la French Tech fait partie, c'est le second écosystème après les États-Unis. C'est quand même impressionnant. Les Allemands, les Anglais, les Japonais, les Canadiens, tout ça, c'est derrière. Donc ça, c'est déjà une fierté. Et puis, c'est vrai que tout ce qui est concept de smart city, d'objets connectés, de la mobilité de demain, c'est le quotidien, c'est notre quotidien. Et tout se trame autour de ces concepts-là. Effectivement, Marin Champenois, un mot rapide également, c'était impressionnant ce déploiement d'entreprises, de start-up françaises, dont donc votre stand Up & Charge, où voilà, au cœur de ce pavillon des innovations, avec vraiment plusieurs rangées d'entreprises françaises. C'était super intéressant de voir vraiment tout l'écosystème de la mobilité française qui se retrouvait là-bas. Donc évidemment, il n'y avait pas tous les acteurs, mais on a eu l'opportunité vraiment, et surtout au sein de la French Tech et de l'Eureka Park, d'être ensemble, en fait, d'être au sein du même endroit. Donc c'était bien aussi en termes de synergie. Oui, de pouvoir faire des rencontres aussi, alors travailler ensemble ou pas, mais au moins mettre en place cet écosystème. Alain Diduca, c'est ce que vous avez aussi constaté sur place forcément? Oui, bien sûr, ça a permis énormément de rencontres et entre autres les rencontres des intervenants de Business France. Donc c'est en même temps très motivant aussi d'être lancé là-dedans, puis de se rendre compte qu'effectivement le pavillon Business France était le deuxième pavillon. C'est très présent. Énorme, quoi. Voilà. Effectivement. Alors on va dire un mot évidemment avec vous de chacun de votre entreprise, Ismaël Hachem, Alice, donc avec un Y et non pas un I. Comment on peut le présenter, cette PME qui s'est transformée, qui a accompagné justement cette digitalisation? C'est vrai qu'on avait choisi ce chemin dur et laborieux de se transformer, donc de passer d'une société traditionnelle basée souvent sur moyens humains à une société qui a disrupté son business model et qui a réussi effectivement à innover avec à l'aide de beaucoup d'intelligence artificielle. Donc Alice, effectivement, c'est une PME innovante que j'ai créée il y a 23 ans, qui intervient en France et de plus en plus à l'international grâce à ces innovations. Ouais. Et dont l'activité principale consiste à mesurer la mobilité. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il faut mesurer la mobilité. En tout cas, ouais, c'est ça, pour anticiper les flux, etc. Et donc, souvent donc, avec l'intelligence artificielle, tout en faisant le pari de dire, voilà, le big data, l'intelligence artificielle ne peuvent pas répondre à toutes les problématiques et toutes les questions qui se posent, et qu'effectivement, Alice aussi intervient pour apporter sa petite touche. Un peu d'intelligence humaine. Dans ce qu'on appelle d'enquête tactique, effectivement, de mini-enquêtes tactiques qui ne sont pas très coûteuses, mais qui permettent vraiment de placer le curseur là où il faut et de ne pas vendre du rêve, si vous voulez, en quelque sorte, de vendre des données représentatives et statistiquement fiables, parce qu'au final, on est responsable vis-à-vis de nos clients, qui sont des gouvernements, des ministères, des villes, des collectivités, des départements, des régions, des qui ont besoin de ces données, d'anticiper. Qui ont besoin de décider, ont besoin de cette data-là pour décider. C'est ça. Et ben effectivement, ça fait partie de cet écosystème dans lequel vous allez bientôt exister avec vos voitures. Alain Diduca, est-ce que vous pouvez nous présenter forcément Circle? Donc on sera sur des voitures électriques d'autopartage, principalement pour les grandes villes a priori, ou est-ce qu'il y a d'autres usages qu'on peut d'ores et déjà imaginer? C'est d'abord les grandes villes, bien entendu, mais bon, rien qu'au CES,
On a fait des rencontres avec des communautés urbaines, Oui. périurbaines plutôt, Oui, c'est ça. et où il s'agit de transporter avec la locomotion partagée des habitants qui sont dans un pavillon vers la gare horaire, Ouais. la municipalité disant je vais consacrer un tiers des parkings à ce type de mobilité. Donc, Oui, c'est ça. C'est que peut-être ça va aller beaucoup. qu'un quart de 60 personnes ne sera pas utile, logique, mais par contre, ce type d'offre un peu plus à la carte peut prendre sa place dans différentes locations, et donc notamment à Paris, dans un premier temps, Oui, bien sûr. pour Circle, et que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et puis notamment sur la conception de cette voiture qui a vraiment cette logique. Elle est conçue pour l'autopartage. Ce n'est pas une voiture qu'on a mis dans les rues, et puis débrouillez-vous pour faire ce que vous en voulez. Ouais. C'est vraiment depuis le départ. Et qu'est-ce que ça peut changer? En fait, il y a eu un pionnier qui était Bolloré. Les Autolib. Qui en fait a permis en fait de réfléchir dans cette direction. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé tout ce qui ne fonctionnait pas, que ce soit le système de recharge, que ce soit donc avoir une voiture qui est plus facile à utiliser, avoir une voiture qui est propre, etc. Donc on a résolu ces problèmes-là. On l'a fait aussi avec les opérateurs de mobilité qui nous ont dit quelles étaient leurs exigences à eux, ce qui permet de leur amener un outil qui va leur permettre de se déployer très vite dans toutes les villes européennes. Donc Paris, bien entendu, fin de l'année, on commence par là. C'est comme on dit, bêta-test. On commence fin 2023. Et puis après, les grandes villes européennes, allemandes et autres, pour 2024. Et enfin, c'est l'essence de votre question, ce ne sera pas au bout du compte que les villes, mais aussi ça peut être du périurbain. Effectivement. Ce sera aussi... Oui, locomotion partagée pour des grands groupes et aussi la livraison du dernier kilomètre. Ça fait partie de cette logique de nouvelles mobilités urbaines et des besoins de recharge. Alors, ce ne sera pas le cas pour vos voitures, on pourra en redire un mot également, mais en tout cas, ce sera le cas pour beaucoup de véhicules, les voitures, mais on peut penser peut-être à d'autres qui pourront venir se charger. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter, Marin Champenois, Up & Charge en quelques mots? Oui, avec plaisir. Up & Charge, l'ambition d'Open Charge, c'est vraiment de révolutionner la recharge de tous les véhicules électriques, que ce soit les voitures, les camions, les drones, même les robots autonomes. En fait, on souhaite que la recharge soit aussi simple que recharger son smartphone par induction. Vous le posez sur un pad, ça recharge. C'est la même chose avec notre système, sauf que là, ce n'est pas un smartphone, c'est un véhicule. Et l'idée, c'est qu'on n'ait même plus besoin de penser à se recharger. On se gare et ça recharge directement. Donc alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on n'a pas besoin de se brancher. Il n'y a plus besoin de câble, en effet. Cette logique qui commence un petit peu à être intégrée. Le câble, effectivement, la recharge. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est de l'induction partout? C'est possible? Est-ce qu'il y a des lieux où c'est plus simple à mettre en place? Comment on peut l'imaginer, justement, au sein d'une grande ville? Alors, tout d'abord, notre solution elle est interopérable, c'est-à-dire que tous les véhicules ils seront équipés de la même bobine. Et après, l'idée, c'est qu'on aura, nous, aussi une bobine au sol. Et l'innovation qui est brevetée, c'est la capacité de la bobine du bas à s'élever et à s'adapter à toutes les hauteurs du châssis de véhicule. Et ça, en fait, ça permet vraiment de maximiser le transfert d'énergie, parce que ce qu'on reproche généralement à l'induction, c'est que ça génère énormément de pertes. Mais vu qu'on s'adapte à toutes les hauteurs du châssis de véhicule, on a le meilleur rendement possible. Et avec n'importe quelle voiture électrique, et avec n'importe quelle voiture électrique. Compatible. Que ce soit les véhicules déjà sortis, déjà mis en circulation, ou les nouveaux. Et en termes d'avantages de déploiement, on a 2 bornes. En fait, on a une borne plug and play, plutôt entreprise et particulier. Vous la posez sur le sol, vous la connectez à la source d'énergie et ça recharge. Pas besoin de génie civil, pas de coût. Et une autre plutôt Smart City, à terme, donc pour la voirie, on l'enterre, elle est non vandalisable, un peu comme les plots aux alentours des zones piétonnes. C'est le même principe. C'est dans le sol, c'est non vandalisable et on peut le déployer partout, même sur des sites classés, vu qu'elle est invisible. Effectivement, donc voilà, tout ça, ça fait partie de cette mobilité urbaine qui est en train de se mettre en place. Ismaël Hachem, donc du coup, c'est là aussi, de manière logique, que vous avez pivoté et que vous êtes passé sur cette logique-là. Quels sont vraiment le type de données, au-delà de ce qu'apporte l'intelligence artificielle, le type de données qui sont cruciales pour les collectivités, etc., les ministères, vos clients, ce que vous évoquiez tout à l'heure? Tout à fait. En fait, ils ont besoin de 2 données essentielles. La première, c'est quantifier, donc c'est combien. Voilà. C'est compter, en fait, réellement. Mais compter de manière très large et très précise. Donc, par exemple, vous avez des use cases sur des routes urbaines congestionnées.
où aucun device existant, comme des radars ou des tubes ou d'autres solutions, notamment des boucles magnétiques, ils ont des marges d'erreur qui commencent à être aujourd'hui très importantes. Notamment quand on a des situations pare-choc contre pare-choc, on est vraiment très congestionné. On a du mal à vraiment. Nous, avec notre solution de caméra, de smart caméra, et puis surtout l'algorithme qui est plugué derrière, on arrive vraiment à atteindre des pourcentages très précis, enfin, presque aux alentours de 97-98%. Et c'est aussi bien pour des piétons, des deux roues, des voitures, ou est-ce qu'on adapte là où la richesse, effectivement, de pouvoir tout avoir à la maison. Alice a cette particularité d'avoir cette compétence de terrain. Donc on sait aller, pas n'importe qui peut dire, voilà, moi demain je vais aller intervenir sur une autoroute ou dans une gare. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, on a la compétence hardware, donc on fabrique nos propres devices. La compétence software, donc on est propriétaire de nos algorithmes. On a la compétence data-vis, pour pouvoir avoir une donnée sur une plateforme digitale qui est comestible pour tous les clients, mais aussi qui est une forme de mixeur. En fait, on met dedans, on verse dedans nos données, mais aussi les données qu'on peut récupérer par ailleurs, ce qu'on appelle les input big data. Pour récupérer des données de vos téléphones, qu'on peut acheter. Bien sûr, tout ça, c'est anonymisé et compatible RGPD, CNIL RGPD. Et des données, notamment, qui sont encore plus précises, qui viennent des GPS, qui sont embarqués dans les véhicules. Et en fait, la data fusion de tout ça, c'est quelque chose de vraiment très important qui permet vraiment d'arriver, d'abord de gagner en précision, en richesse de données, en représentativité et en prix aussi, parce que le coût n'est plus le même. Oui, effectivement. Et justement, dans cette idée de nouvelles logiques, de décongestionner notamment certains axes, l'analyse des données, ça pourra permettre à des collectivités, à l'individu de se dire, si j'ai quelques véhicules qui circulent à cet endroit-là, c'est plutôt cohérent. Là, pas forcément, il n'y a pas d'usage. Voilà, ça aussi, ça peut faire partie de cette logique-là. Oui, tout à fait. Je dirais que d'abord, la notion de véhicule partagé, c'est une diminution de 5 véhicules privés pour un véhicule partagé. Donc, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que 1000 véhicules chez nous, c'est 50 000 km/jour. Vous imaginez la data qu'on peut emmagasiner, sachant que notre véhicule sera bardé de capteurs pour différentes raisons. Un, pour suivre le véhicule, ça a été exposé dans une émission précédente, mais en même temps, voir comment le véhicule est conduit. Et là aussi, c'est très important. Et in fine, on peut mettre d'autres capteurs encore sur le véhicule, qui peuvent être des capteurs de pollution, des capteurs d'état des routes. Ce qui veut dire que vis-à-vis des collectivités, on pourra amener un très grand nombre de data extrêmement intéressantes. Et pour rester sur cette logique de à quel moment une collectivité, une ville va faire ce choix, vous, sur quel type d'endroit où ça paraît naturel, on s'adapte sur des parkings forcément, et est-ce qu'on peut adapter aussi la durée de charge en se disant là je vais rester garé 1 heure parce que j'ai un rendez-vous un peu long, là c'est plutôt un quart d'heure, ça aussi ça peut se gérer ça en amont? Évidemment, l'idée c'est vraiment une fois de plus que la borne elle peut être déployée partout, donc que ce soit parking couvert, parking non couvert. Et dès lors qu'on va se garer, on va pouvoir choisir la puissance délivrée par la borne et le temps. Et l'avantage en plus, et là parce qu'on parle de data, c'est que notre borne est vehicle to grid, ce qui veut dire qu'elle est capable de stocker de l'énergie au sein de la batterie du véhicule. Donc la borne peut faire ça, très bien. En fait, elle s'intègre au réseau et elle permet à la voiture d'être intégrée aussi au réseau électrique. C'est la batterie qui va stocker l'énergie et qui pourra être en mesure de la réinjecter dans le réseau en fonction des pics de consommation. Et ça intéresse les entreprises dans la mesure où elles pourront à terme réduire leur facture d'électricité en revendant leur énergie. Ce qui veut dire que typiquement, les voitures de salariés qui peut-être ne bougent pas de 9h à 17h pourront être malgré tout stationnées sur des bornes up and charge, et donc sans se dire qu'elles sont en train de charger pendant 8 heures, mais en tout cas elles seront utiles au réseau. C'est vraiment ça la logique. C'est exactement ça, et l'avantage de notre système, c'est que c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'avoir à brancher le câble. Effectivement. Pardon, excuse-moi, Aurélien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec mes voisins, que j'ai effectivement rencontré au CES de Vegas. Et au passage, il faudrait remercier quand même, moi, en tout cas, c'est la région Île-de-France et Business France qui m'avait sélectionné et qui m'avait invité. Bien sûr. Parce qu'en fait, parfois, avec tout ce monde-là qui est en ébullition permanente, c'est que on peut sortir de la feuille de route qu'on a. Et par exemple, Marin qui travaille sur les bornes de recharge, aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes qui viennent pour nous demander de travailler sur comment on peut mieux aménager les zones, les bornes. C'est ça. Comment on améliore l'accessibilité. Donc en fait, on est en train de sortir. Pareil pour les véhicules électriques. De plus en plus de demandes parce que
au moins pour les bornes, on est un peu en retard en France. Il devait y avoir 30 000 à fin 21. 100 000 même. On est à 90 000 fin 2022. Ça, pour les véhicules électriques, c'est de mieux en mieux. Ça représente un bon pourcentage des véhicules vendus. Et en fait, par exemple, aujourd'hui, il y a des idées pour dire comment je vais compter les véhicules électriques sur la route, par exemple. Et c'est tout de suite autre chose. C'est un apprentissage différent pour les algorithmes. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que ça bouge tout le temps et il faut être agile, réactif, flexible. C'est ça. Et justement, pour revenir sur ce qu'on a pu constater, et vous, ce que vous avez pu vivre au CES de Las Vegas, c'est aussi un lieu utile. Alors, je ne sais pas si le contrat a été finalisé ou pas, mais je sais que la région Île-de-France a pas mal communiqué. En tout cas, je ne sais pas si c'est un engagement ferme ou en tout cas s'engager à une commande de véhicules Circle. Enfin, c'est typiquement ce qu'on peut trouver sur ce type de rendez-vous. Tout à fait. Donc ça, c'est les communautés urbaines, Saint-Quentin, Yvelines, Saclay, Versailles, qui déjà sont en train de travailler en mobilité partagée avec le groupe TIR, les Allemands. Et c'est l'extension de cette solution à des voitures, en ayant commencé avec des trottinettes et des vélos. Oui, voilà, d'avoir ce partage de la mobilité avec différentes options. Alors, pour revenir sur Circle, justement, l'usage de ces voitures, c'est pas besoin d'aller d'un point A à un point B pour la recharger, justement. Pouvez-vous nous en dire un mot de cette particularité qui vient aussi, j'imagine, de cette co-conception avec vraiment les futurs clients utilisateurs? Ce dont les opérateurs se sont rendus compte, c'est que le succès de ce qu'on appelle le free floating, ou location en libre service, c'est je prends le véhicule où il est et je le dépose où je vais. Pour autant que ce soit dans un endroit idoine accepté par la municipalité. C'est ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Il ne faut pas aller à une borne de recharge, il ne faut pas attendre d'avoir une place. Non, on se gare où on peut se garer et puis c'est tout. Et nous, ce que nous faisons, c'est qu'on a imaginé un système finalement assez simple. C'est un système de swap de batterie. Il y a 6 modules à l'intérieur d'un véhicule et ces modules sont interchangés au moment où c'est nécessaire, ce qui permet à l'opérateur d'avoir une utilisation de 100% de son véhicule. Très bien. Donc là, on peut imaginer pour vous des données, Ismaël Hachem, à la fois sur la fréquence de l'usage. On est très friands de récupérer des données, nous. On est très friands parce qu'en fait, on sait les utiliser, on sait les rendre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un usage particulier, il y a aussi un nouvel usage qui peut certainement arriver avec ce que propose OpenCharge. Donc, c'est tout ce type d'innovation que vous pouvez intégrer aussi. Tout à fait. En ce moment, c'est beaucoup de modes doux. Enfin, il y a beaucoup d'investissements sur les modes doux, les trottinettes, les vélos. Etc. Donc il y a beaucoup de projets autour de ça. Et effectivement, là, de plus en plus, on est sur les modes partagés, et sur les objets connectés. Donc c'est vraiment... il faudrait qu'effectivement mes développeurs... Et en fait, ça les intéresse parce qu'ils aiment bien changer, ils aiment bien passer sur d'autres projets et c'est vraiment passionnant. Et pour vous, Mara Champenois, le CES, il y a eu aussi des contacts, des projets, des choses qui peut-être vont se concrétiser assez vite avec des personnes rencontrées sur place? Ouais, c'était assez grandiose pour nous. On existe depuis un peu plus d'1 an et demi, mais d'un point de vue déjà visibilité presse, là, c'était assez hallucinant. C'est une belle vitrine, c'est une super vitrine. La mise en relation avec des constructeurs, parce qu'évidemment, il faut équiper le parc de véhicules. Donc, ça nous a donné quelques pistes là qu'on est en train d'explorer en ce moment. Des investisseurs, parce qu'on est en pleine levée de fonds. Donc, ça nous permet également de leur montrer et en exclusivité, vu que c'était la première fois qu'on montrait notre prototype, le système. Il y a également des acteurs institutionnels qui sont intéressés, tels que des mairies, des collectivités. D'autant plus qu'ils ont des besoins d'achat dans les prochaines années encore plus contraignants que les entreprises de mobilité douce telles que les véhicules électriques. Donc c'était une super vitrine pour nous. Et est-ce que dans la logique de développement, chacun d'entre vous, retourner au CES, c'est utile ou pas quand ça fait du sens, quand on a à nouveau quelque chose à montrer? Là, vous vous dites déjà peut-être l'année prochaine, c'est pas utile, mais dans 1 an, dans 2 ans, on aura quelque chose de nouveau à aller montrer? Je pense que dans tous les cas, ce sera pertinent, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'espace du CES qui est alloué aux innovations technologiques et aux innovations du monde automobile. Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de constructeurs qui innovent, de nouveaux qui intègrent le marché. Donc, il y a toujours des synergies à créer. Pareil pour vous, Alain Di-Duca? C'est clair, oui, tout à fait. Et puis, bon, il y aura l'extension américaine après pour nous. Donc, ça fait partie ça fera partie de la logique. De la roadmap. En fait, quand vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse en France ou en Europe, et que vous réussissez à poser votre vision, votre business model
et que vous n'avez pas que des POC et des projets, mais que vous avez vraiment réussi proof of concept, des choses qui sont très sympas. Vous allez un peu plus loin, vous avez vendu, vous avez concrétisé. Aller aux États-Unis, faire du business aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Après, bien sûr, c'est pas automatique. Non, mais en tout cas, c'est l'étape. Mais voilà, c'est une culture différente. Et franchement, en France, on se rapproche de plus en plus de cette culture-là. On dit qu'il y a beaucoup de problèmes de routine, de problèmes administratifs, ça prend du temps. En tout cas, pour la partie innovation, notre gouvernement a fait beaucoup de choses. On a fait vraiment beaucoup de choses. Donc, on commence vraiment à s'approcher de ça. Ça reste encore, il y a des choses encore à faire pour améliorer la réactivité, les délais et le soutien des banques. Par exemple, ce que le gouvernement a fait pendant la crise de Covid, c'est incroyable. Le PGE, ce qui a pu permettre à des projets de... Nous, notre activité, du jour au lendemain, c'est vraiment arrêté. Donc, c'était important de pouvoir un peu repartir. Et cette année, 40%, 2022, c'est 40% de croissance post-Covid. Donc, Effectivement. Voilà. Effectivement. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un terrain qui est vraiment propice. Et aujourd'hui, je pense que tous trois, notre technologie a sa place. Et donc, l'innovation française a largement sa place aux États-Unis. C'est ce qu'on a vu, en fait. Réellement, le CES, ça a permis de voir ça. Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je peux aller là-bas? Joli terrain de jeu pour la French Tech. Et on le suivra ici, comme d'habitude, bien évidemment, sur Mobility TV. Merci à tous les trois. Et à bientôt sur tous nos réseaux et sur Mobility TV. Merci. Merci. Merci.